Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver encore ce soir. On est ensemble avec Frédéric Brindel. Ça va Frédéric Brindel? Oui, alors ouais. Grande forme. Tant mieux, et il faut être préparé pour cette émission, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est sûr. Vous avez préparé des blagues pourries? C'est sûr. Ah, non, on commence pas avec les blagues pourries, pas tout de suite. Pas tout de suite. On commence par avoir une semaine de repos quand même. Il est pas là. Par du sérieux déjà. Et on va commencer par un hommage. Écoutez cette voix. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Mon ville, tu fais le loin. Mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Et c'est la voix de Sylvester Stallone, Alain Dorval qui nous a quittés la nuit dernière. Alain Dorval que vous avez vu ou entendu certainement, dont la voix vous dit quelque chose et qui est le papa de la ministre Aurore Berger. Ouais. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, c'est assez voilà. Et donc comme c'est une voix qu'on entend beaucoup en radio et voilà, et comme ou à la télé, comme c'est la journée internationale de la radio, je m'étais dit tiens, c'était plutôt sympa de lui rendre ce petit hommage. À quel point c'est très important les acteurs qui font le doublage. Ah oui, vous avez tout à fait raison. John Wayne, Kirk Douglas, je les ai dans la tête. Mais c'est incroyable. J'ai un de mes copains qui a fait le doublage du Seigneur des Anneaux. En réalité, il pensait qu'il était un acteur vraiment de second degré, mais en réalité, tous les jeunes disaient mais je te reconnais absolument, c'est incroyable en fait. Alors que dans la vraie vie, Stallone, il parle comme ça. Ouais, il a une petite. En plus, c'est marrant, les gens me reconnaissent à la voix souvent. Oui, moi aussi. Les stars américaines exigent souvent d'avoir la même voix de doublage dans chacun des pays importants. Par exemple, moi je pourrais doubler Stallone maintenant. Et moi, Bonnie Tyler. Et ben voilà. Allez les amis, les CV sont lancés. Vous pouvez en tout cas leur proposer de travailler. Allez, en tout cas, vous êtes avec nous jusqu'à 19h au 0826 300 300. Allez directement le sommaire de cette émission. À 17h30, la pression internationale sur Israël qui s'intensifie pour un accord de trêve à Gaza. La Chine lui demande d'arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah. Le directeur de la CIA, donc qui est l'agence de renseignement américain, est attendu au Caire pour les négociations alors que l'administration Biden en appelle à une pause dans les combats. Alors parlons vrai, vous le savez, nous vous posons des questions comme ça, à notre manière. Israël a-t-il déjà glissé dans la peau de l'agresseur? Parlons vrai, la Chine peut-elle jouer un rôle diplomatique dans le conflit entre la Hamas et Israël? Et puis, ce conflit israélo-palestinien est-il susceptible de déclencher une troisième guerre mondiale? La question officielle que nous vous posons ce soir, #Chine, la pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Et pour l'instant, on a déjà un retour sur X. Et c'est oui à 26%, et donc un gros score, 74% non. Allez, on en parlera avec notre invité du jour, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Et puis, le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30, est-ce une tentation autoritaire? Les Français croient moins en la démocratie que leurs voisins européens. Selon un sondage Opinionway pour Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po, 68% des sondés estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Il serait même quasiment 1 sur 4 à souhaiter que l'armée dirige le pays, Frédéric. Oui, allez, alors, parlons vrai toujours, hein. L'état de droit est-il en train de mourir de son impuissance? Allez, on pousse le bouchon plus loin. Les Français ont-ils besoin d'un bon coup de pied aux fesses à l'ancienne? Parlons vrai, seuls 24 pays sont considérés comme des démocraties pleines dans le monde. L'humain est-il fait pour la démocratie? La question que nous vous posons, vous les auditeurs de Sud Radio, faut-il donc moins de démocratie pour plus d'efficacité, comme le suggère ce sondage Opinionway? Eh ben, vous dites un grand nom à 77%. Et pour en parler, Bruno Cotter sera avec nous, donc politologue et chercheur au CNRS et au Cevipof. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Avec bien entendu Philippe Bilger, bien sûr, qui va, vous l'avez entendu, la nouvelle voix de Bonnie Tyler, président de l'Institut de la Parole. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise. Salut les amis. Et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour les amis. Et pardon, Degois, Lévy, Bilger, c'est la fine équipe. On a reconstitué un duo emblématique. Là, c'est le voyage. C'est le Graal. C'est assez drôle avec Philippe. Nous
nous baladions dans les couloirs de Sud Radio, on s'est retrouvé un moment entre Françoise et Elisabeth. On s'est dit, mais ne serions-nous pas centristes? Non, surtout, vous avez On s'est demandé si on n'était pas de trop. D'être au milieu du champ de bataille, surtout. Très mal placé pour les balles perdues. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone que vous actionnez tous les jours. 0826 300 300 avec Xavier qui nous appelle de Port-de-Bouc. Bonsoir Xavier. Bonjour Cécile, bonjour à Frédéric, à Françoise, Elisabeth Salut. et Philippe. Bonjour. J'adore Port-de-Bouc, c'est très joli. On parle de quoi avec vous Xavier dans un instant? On parle d'un petit conseil à mes collègues restaurateurs, augmenter les salaires. Ah oui, très bon conseil. Très bon conseil. Très bonne idée. On en parle dans un instant, vous bougez pas. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur, on les écoute. Bonjour, c'est Guy. Problème de la drogue, c'est le même problème que les logements sociaux. Si on déplace le problème de quelques rues, ça règle rien. Vous faites des logements sociaux. Moi, je le vois en habitant de Toulon. Je montrais à des amis l'autre jour. Vous avez des bâtiments, des logements sociaux. À côté, vous avez des bâtiments qui sont quand même plus grands, plus vastes et tout, qui sont de la même qualité, qui n'ont pas été rénovés 50 fois et qui sont toujours propres. Simplement, ce sont les gens qui y habitent dedans qui n'ont aucune tenue. C'est pas parce que vous êtes modeste, pauvre, que vous devez vivre comme un cochon. Merci, passez une bonne journée. Philippe Bilger. Là, je partage absolument ce qu'il vient de dire, parce que très souvent, de manière un peu choquante, on assimile la pauvreté, la modestie de l'existence à la mauvaise éducation, au comportement grossier, et je crois que c'est l'inverse. Il y a des êtres qui échappent à toutes les vulgarités, qu'ils soient modestes ou qu'ils soient riches. George Orwell appelait ça la common decency, qu'il voyait surtout, qu'il nous voyait d'ailleurs, c'est ça qu'il étudiait aussi, qu'il aimait, et qu'il voyait dans les classes populaires, ce qu'il appelait les gens ordinaires. Il faut aussi faire attention à pas idéaliser, si vous voulez, d'un côté un gentil peuple, de l'autre des méchants gouvernants. Je le fais volontiers. Non, vous le faites pas souvent. Françoise de Bois, c'est la poule ou c'est l'œuf alors? Mais je suis absolument d'accord. Il faut arrêter. D'abord, et les pauvres n'ont pas toujours raison et les riches n'ont pas toujours tort. Cette espèce de vision un peu binaire. Non, oui, c'est une question d'éducation. Moi, j'entends ce qu'il dit. Après, sur la vie dans les logements sociaux, par exemple dans les cités, vous savez, comment résister au fait que l'ascenseur est en panne pendant 6 mois. Je regardais un reportage l'autre jour complètement délirant avec l'ascenseur en panne depuis 6 mois. Avec 20 étages. 20 étages, avec la maman évidemment coincée tout en haut. Mais vous imaginez comment la vie devient c'est un champ de mine. Voilà, c'est-à-dire c'est un enfer. C'est-à-dire il y a 3 mecs dans l'immeuble qui pourrissent l'ensemble de l'immeuble. Sans espoir de réparation. Oui, sans espoir de réparation. Donc c'est tellement vaste la question du logement social que c'est compliqué de répondre. Fut un temps, Robin des Bois volait aux riches. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la petite fripouille, ça embête surtout les pauvres. Oui, mais ça embête les il riches brûle aussi. les voitures. Il essaye quand même d'aller dans le centre-ville pour piller, etc. Mais il brûle les voitures des pauvres, ça c'est sûr, parce qu'il brûle dans sa cité les écoles des pauvres, les bibliothèques des pauvres, non, mais etc. il faut faire attention à ce que disait Elisabeth. Moi, je pars tout à fait dans ce qu'elle dit. Il faut faire très attention. Vous savez, je regardais la pub, vous allez me dire, de la France Insoumise pour amener les gens, les appeler à voter, les golfeurs, les racistes et les riches. Voilà. Ça, on ne peut pas, mais c'est la France Insoumise, ça aurait pu être n'importe quel autre parti, mais on ne peut pas avancer comme ça dans notre société. C'est impossible. Ça aurait pas pu être un autre parti. Les opprimés n'ont pas toujours raison. Voilà. Allez, il nous reste 2 minutes, les amis. Et les oppresseurs et les gens qui sont riches n'ont pas toujours tort. Allez, nous commençons par un accord. C'est surprenant. Fou, c'est bien. Calmez-vous. Je sens que vous allez être d'accord. Calmez-vous. Revenez comme vous étiez avant. On va pas être d'accord sur son coup de cœur, vous allez voir. 0826 300. On retourne à Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône avec Xavier et sur les salaires des restaurateurs, Xavier. Oui, je vais juste vous donner un exemple. Donc j'ai 46 ans, il y a 25 ans de ça, je bossais j'ai décidé de bosser en restaurant collectif et j'étais payé 10 000 francs à l'époque. Donc c'était pour une mairie ou pour un grand laboratoire. J'étais cuisinier pour eux en fait. Et là, j'ai regardé en fait les grilles salariales et il y a quasiment pas d'augmentation, c'est-à-dire les salaires c'est 1785 € brut et ça allait je crois à 2065 € brut. Et je me dis mais en 25 ans les salaires n'ont pas du tout augmenté quoi, ou vraiment très peu.
Et la vie courante a augmenté en revanche. Oui, totalement. Quoi. C'est la grande conférence salariale. Il y a deux problèmes. Il y a les trappes à pauvreté, c'est-à-dire cette idée de tout smicardiser. Et la France, 17% des salariés français sont désormais smicards. Donc c'est complètement dingue. Et moi, je suis absolument d'accord. J'entends tous les restaurateurs qui s'énervent parce qu'ils trouvent pas d'employés. Mais voilà, les gens n'ont pas envie d'aller bosser. Et il faut augmenter. Il faudrait faire un Grenelle des salaires. Pour une fois qu'on fait un Grenelle, il faut dire voilà, maintenant on engorge et on pousse tous les patrons à. Oui, mais attendez, excusez-moi, là, il faut quand même aussi, il faut faire attention parce que moi je suis dans les deux situations, si vous voulez. Alors à causeur, officiellement, je suis pas patron, mais enfin c'est quand même. Et je vois bien, j'aimerais beaucoup employer les gens, sauf que, je veux dire, il y a énormément de boîtes. Je pense qu'il y a beaucoup de restaurants, s'ils n'augmentent pas leurs salariés, c'est tout simplement, toujours avec ces histoires de charges énormes, etc., c'est qu'ils ne peuvent pas les augmenter. C'est ça le problème. Et il y a un problème de système économique, en fait. Philippe Bilger, c'était 10 000 francs, c'est pas beaucoup, mais alors la conversion euro, on y a perdu en plus. Moi, en tout cas, je m'y suis perdu. Mais il y a aussi peut-être le fait que les patrons ne sont pas intelligemment généreux, quoi. Parce que si on augmentait les salaires, je crois profondément que dans certaines sociétés et entreprises, on multiplierait l'efficacité. Et vous croyez qu'à causeur, si j'augmente les salaires, je vais vendre plus? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais bon, je rappelle que la France, c'est une France de PME, c'est des petites boîtes qui travaillent pour d'autres boîtes. Oui, mais Elisabeth, la différence avec un restaurant, c'est que le client, il vient plusieurs fois par semaine, alors que vous, il achète pas le journal plusieurs fois. Quand même, j'espère. Mais pardonnez-moi quand même de vous dire une chose, c'est que il me semble, Pierre Vermeuren a expliqué ça très bien dans le Figaro. Je vais très vite. Notre système économique est fondé sur la consommation. Nous avons mis le paquet pour subventionner la consommation. Là, on arrive au bout parce qu'on produit pas assez. On ne produit pas assez pour financer le reste. Donc, si on veut payer les gens, il faut produire. Et bravo à Xavier qui a soulevé un bon débat. Il a bien foutu la merde, surtout. On plaisante. On le retrouve après, hein, Xavier. On le retrouve après, bien sûr, parce que je vous rappelle qu'hier, l'auditeur d'hier a cartonné il a plié tout le monde. Mais il a plié tout le monde. Il a fait 13 points, je ne sais pas. Non. Donc la barre est très haute pour vous, Qui était en face? Qui l'a étalé? Il y avait du lourd. On m'a étalé radicalement. Vous êtes le seul à avoir obtenu un point face à lui. Oui. Les autres n'ont rien eu. Qui méritait 3 points. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur. Philippe, c'est quoi? De Normandie a cité un agriculteur qui fait réfléchir. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue avec Frédéric Brindel jusqu'à 19h. À tout de suite. On a le droit de pas aimer le golf. Vous avez absolument le droit. Vous n'aimez pas le golf? Expliquons à nos auditeurs de Sud Radio que nous étions en train de parler de golf. Donc ça vous surprend, c'est juste ça. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Elisabeth Lévy, et nous revenions effectivement sur la phrase de la France Insoumise sur leur campagne pour inciter les jeunes à les voter. Donc il y a 3 affiches, c'est les golfeurs votent aussi, les racistes votent aussi, et les riches votent aussi. Donc vous avez compris. Il y a un trait d'union, golfeur, riche, raciste, tout ça c'est pareil. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. On va parler de la famille Badinter qui ne veut pas de LFI ni du RN à l'hommage national de demain. Des syndicats d'agriculteurs reçus à Matignon et à l'Elysée, ils menacent de reprendre leurs actions. Et puis des contrôleurs SNCF qui maintiennent leur préavis de grève pour ce week-end en pleine vacances scolaires. En 3 mots, ça donne hommage agriculteurs et contrôleurs. Et c'est dans un instant tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, cette phrase d'un agriculteur citée par Julien de Normandie est capitale pour vous, notamment pour la justice. Aimez-nous et nous ferons le reste. Oui, j'ai écouté ce matin l'entretien de Jean-Jacques Bourdin, et j'étais curieux de savoir ce que valait dans cet exercice d'une demi-heure quelqu'un dont on a beaucoup parlé. Et je trouve qu'il a justifié sa réputation, Julien de Normandie. Peut-être ai-je là une seconde élection qui va durer. Mais même si les tempéraments sont radicalement dissemblables, hein. Mais le Julien de Normandie a cité la phrase d'un agriculteur, en effet, Frédéric, qui a dit aimez-nous et nous ferons le reste. Ça m'a fait penser
immédiatement à la grande faillite d'Emmanuel Macron dans son rapport avec l'institution judiciaire. Il est clair qu'il la méprise. Ça a été confirmé notamment dans les récents articles du Figaro et ailleurs. Il considère que ça n'est pas le même mépris qui était d'une certaine manière plus empathique de la part de Nicolas Sarkozy. Le mépris d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'assez glaçant. J'allais dire une phrase trop vulgaire, on est de là pour Emmanuel Macron. Et pourtant, il a tort, parce que cette institution dont il réclame l'efficacité, à juste titre, ne pourrait s'améliorer que si d'abord elle était aimée par le chef de l'État. Et après, elle ferait le reste. Ou du moins, elle serait responsable si elle ne le faisait pas. Et donc, ça me paraît fondamental. Elisabeth Lévy. Pardon, c'est moi, Elisabeth Lévy. On vous confond toutes les deux. On vous confond. Allez, Elisabeth. Vous allez parler aussi. Oui, bien sûr. Moi, je suis en désaccord avec vous sur la vision de la politique qui nous met tout le temps de l'amour. On veut qu'on nous aime, on veut que le président nous aime. Moi, je me fous que le président m'aime. Je ne veux pas un père. Ça, malheureusement, je n'ai plus le mien, mais j'en avais un. Il est toujours dans ma tête. Je ne veux pas de l'amour. Je ne veux même pas du respect. Je veux un président qui gouverne en fonction de l'intérêt général. J'en ai marre. Vous faites quoi demain pour la Saint-Valentin ? Non, mais j'en ai marre de ces... Je ne demande pas du président, pas de la politique. Si vous voulez, justement, moi, l'amour, c'est comme je dis pas papa à l'antenne. Je dis l'amour, c'est pour la vie privée, pardonnez-moi. Françoise de Gois. Non, mais je comprends ce que veut dire Philippe, parce que je pense qu'il y a des professions qui se sentent mal aimées. Je suis pas du tout d'accord avec vous, Elisabeth. C'est pas aimer au sens sentimental du terme. C'est véritablement être respecté, se sentir considéré. Emmanuel Macron n'aime pas la justice, pas comme Nicolas Sarkozy. Il ne l'aime pas parce qu'elle empiète sur son pouvoir et qu'il est dans une recherche totale de pouvoir. Donc je peux comprendre ça. Sur les agriculteurs, aimez-nous et nous ferons le reste. Il y a quand même beaucoup de gros déconnants chez les agriculteurs. Donc la confiance. Mais la phrase est belle. La confiance n'exclut pas le contrôle, mon ami. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots: hommage, agriculteur et contrôleur. Les 2 assemblées ont rendu hommage à Robert Badinter avant l'hommage national. Demain, sa famille fait savoir aujourd'hui qu'elle ne veut ni du RN ni de LFI à la cérémonie aux Invalides. La colère agricole menace de repartir à moins de 2 semaines du salon de l'agriculture. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit leur syndicat en ce moment même à Matignon. Et puis les contrôleurs SNCF maintiennent leur préavis de grève pour ce week-end de vacances malgré les concessions du PDG qui les appelait ce matin à penser aux voyageurs. Les vraies voix Sud Radio. 1 minute de silence devant un portrait géant de Robert Badinter dans l'Assemblée nationale où il fit abolir la peine de mort. Le Parlement rendait hommage à l'ancien garde des Sceaux cet après-midi, à la veille de l'hommage national aux Invalides. À la présidence de leurs hémicycles respectifs, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont livré 2 discours empreints d'émotion. Robert Badinter, pourtant, semblait immortel. Son engagement, son sens aigu de la justice et du droit, vous les connaissez. Avec finesse, avec élégance. Il les incarnait à la manière d'un sage, fidèle aux principes, indifférent aux outrages. Robert Badinter restera sans doute cet éternel écorché vif qui aura gardé à jamais ses blessures d'enfant juif. Mais il restera cet infatigable combattant de la liberté. Concernant l'hommage national de demain aux Invalides, la famille ne souhaite pas la présence d'élus du Rassemblement national ou de la France insoumise. C'est l'Élysée qui fait connaître ce vœu d'Elisabeth Badinter, la veuve de l'ancien garde des Sceaux. Marine Le Pen fait savoir qu'elle et les autres élus RN ne viendront pas pour s'y conformer. En revanche, LFI indique que 2 députés représenteront la formation. Jean-Luc Mélenchon regrette sur Twitter un hommage, je cite, dont seront exclus une partie des Français. Et puis le 2e mot, les agriculteurs menacent de reprendre leurs actions si les promesses de gouvernement ne se concrétisent pas. Ils ont obtenu 400 millions d'euros d'aide d'urgence, des premières mesures de simplification, des concessions européennes sur les jachères, mais les agriculteurs réclament davantage sur les pesticides, les accords de libre-échange ou sur le revenu. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit en ce moment même la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui menacent de repartir à l'action. Ils veulent voir la couleur des promesses avant le salon de l'agriculture, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines. La colère, en tout cas, est loin d'être retombée, explique Adrien Lefebvre, président de l'association des producteurs de lait indépendants
indépendants. Ils manifestaient aujourd'hui à Paris. Clairement, non, c'est pas fini. Nous, il y a eu à un moment donné les syndicats majoritaires qui ont appelé à rentrer un peu à la maison. Nous, on n'était pas du tout d'accord avec ça. L'objectif derrière, c'est de redonner là un nouvel élan qui va être suivi, j'en suis sûr, derrière par les syndicats et par les indépendants, nous qu'on représente dans le lait, mais dans d'autres professions. Moi, pour avoir été 5 jours sur les barrages, on voit vraiment que il y a énormément de jeunesse, il y a énormément d'indépendants, de gens non syndiqués qui sont dans la rue aujourd'hui et qui n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner parce que les problèmes n'ont pas été pris à la hauteur. Le président de l'association des producteurs de lait au micro Sud Radio de Quentin Gérard. Après Matignon, les syndicats agricoles devraient être reçus à l'Elysée à partir de demain. FNSEA et JA devraient prendre la parole, en tout cas dans la soirée, sur une éventuelle suite du mouvement. Votre troisième mot, c'est contrôleurs ceux de la SNCF qui maintiennent leur préavis de grève pour ce week-end. Les dernières discussions avec la direction n'ont rien donné. La grève est pour ces contrôleurs CGT Sud le seul moyen de se faire entendre, n'en déplaise au PDG de la SNCF qui les somme de bien réfléchir aux conséquences pour les usagers en plein week-end de vacances. Et alors que la compagnie a concédé une prime de 400 € en mars, 3000 promotions et 1 millier d'embauches, on ne nous fera pas culpabiliser, lui répond Sébastien Boudessoc, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Montpellier. Monsieur Farandou est un grand communicant. Aujourd'hui, ils nous mettent au pied du mur, ils mettent les cheminots au pied du mur et ils veulent rejeter leurs responsabilités sur les organisations syndicales alors qu'on les a prévenus depuis plus de 2 ans sur différents sujets. Il a les cartes en main, il lui reste encore un peu plus de 2 jours d'ici à vendredi, à lui de faire des annonces. Des propos recueillis par Mathilde Julien. Et puis on termine avec cette petite info qui vient de tomber. En bref, la Russie qui émet un mandat d'arrêt contre la présidente estonienne. Oui, l'affiche émise sur le site du ministère russe de l'Intérieur évoque une affaire pénale. Sans plus de précision, les pays baltes sont actifs, on le sait, dans le soutien à l'Ukraine par crainte d'une hypothétique invasion russe de leur propre territoire. Ceci pourrait expliquer cela. Merci beaucoup. Merci Félix. Ma chère Cécile, Fred, qu'on n'ait pas pu parler de la décision de la famille Badinter. Parce que moi, je trouve ça scandaleux. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Je pense que... Vous savez, quand vous voyez... Oui, mais François, le fond d'une société civilisée, c'était respect consensuel pour les morts et le deuil qu'on avait, les regrets qu'on avait le droit d'avoir. Je suis désolé, la façon dont Marion Maréchal Le Pen a parlé de Robert Badinter depuis qu'il est mort. J'entends que Robert Badinter ne veuille pas... Il a fini sa vie avec le 7 octobre, Robert Badinter. Je sais pas si vous réalisez ce que ça signifie pour lui avec son histoire. Je comprends que la famille ne veuille pas et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi LFI insiste. Marine Le Pen, finalement, elle a la bonne décision. Elle dit OK, on veut pas de nous, on n'y va pas. Et je pense qu'LFI devrait faire la même chose. Pour me mettre entre vous deux, moi, j'ai pas envie de la commenter cette décision parce que. Allez, on est très en retard. C'est une décision familiale. Bon, en tout cas, merci de votre réaction. Merci de votre réaction. Allez, on continue. On continue. Allez. Je suis désolée, on a déjà 1 minute 30. La Chine qui appelle Israël à cesser son opération militaire à Rafah au plus vite pour empêcher une catastrophe humanitaire beaucoup plus grave. La question Chine, hashtag, la pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne ? On en parle dans quelques instants avec Jean-Baptiste Noé qui est rédacteur en chef de la revue Conflit. Juste une question avant de partir en pub. Sommes-nous dans un environnement sécuritaire fortement volatile ? Oui, exactement. Il y a un danger de conflit et de guerre effectivement aggravé. On en parle dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous vivons chaque seconde dans l'horreur, la douleur, la torture, la souffrance et la confusion, parce que nous ne savons pas quand la guerre se terminera. Beg him, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. La situation est déjà insupportable pour plus d'1 million de personnes qui ont été repoussées à Rafah depuis le début de la guerre. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Nous travaillons activement à la paix, à la sécurité et à la dignité pour le peuple palestinien et le peuple israélien. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable immédiatement. Cette guerre doit cesser. Et la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve à Gaza. La Chine demande à Israël d'arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah. Le directeur de la CIA est attendu au Caire pour des négociations alors que l'administration Biden en appelle à une pause dans les combats, Frédéric. Un débat et beaucoup de questions. Parlons vrai, Israël a-t-il déjà glissé dans la peau de l'agresseur ? Nous nous intéresserons au rôle de la Chine. Peut-elle jouer un rôle diplomatique dans le conflit entre le Hamas et Israël ? Parlons vrai, c'est le principe. Ce conflit israélien est-il susceptible de déclencher
déclencher une 3e guerre mondiale. Nous vous sollicitons, vous les auditeurs de Sud Radio. Vous allez sur le compte X, vous répondez à la question, #Chine. La pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Vous répondez aussi au 0826 300 300. Pour l'instant, la tendance à la question la pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Vous dites non à 76%. Et Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je répondrai à la question de Sud Radio que bien sûr je ne crois pas une seconde, en dépit de l'autorité puissante de la Chine, qu'elle puisse infléchir la politique d'Israël à l'heure actuelle. Mais je voudrais rappeler 4 éléments très rapides. Le pogrom du 7 octobre, la riposte ô combien légitime d'Israël, mais tout de même le grand nombre d'otages qui demeurent. Et dernier élément, si le monde dit la vérité, pour cette réplique, cette riposte d'Israël, on a tout de même aujourd'hui 28 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Oui. C'est un chiffre qui m'interpelle tout en soutenant évidemment le droit d'Israël à se défendre. Je crois qu'on ne peut pas oublier ce désastre de l'autre côté aussi, et que évidemment ça rend d'autant plus absurde le recours à la Chine qui ne servira à rien. Françoise de Gois, on évoquait le rôle d'agresseur agressé, la panoplie aujourd'hui qu'a Israël dans l'opinion populaire, c'est quoi? Mais Israël a toujours eu cette panoplie. Vous savez, depuis le début, Israël a cette panoplie. Si vous pensez que c'est cette panoplie-là qui va faire infléchir Israël mène une guerre existentielle. Et moi, j'entends ce que dit Philippe. Je ne minore absolument pas le nombre de morts, pas du tout. Je sais que c'est un carnage. On verra la fin. Je redis aussi que ce sont les chiffres qui sont donnés par le Hamas. Je redis aussi que nous n'avons aucune source d'information fiable. Je redis aussi que les hôpitaux de Gaza ont servi de planque pour les armes. Je redis que des médecins de Gaza ont pris les armes. Je redis que l'agence des Nations Unies vouée aux Palestiniens est une agence qui a aidé les terroristes. Donc, je redis tout cela. Je le redis parce qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire que cette espèce de mouvement qui voudrait que Israël soit devenu le diable, je ne suis pas d'accord, de la même manière que je ne suis pas d'accord pour dire que les Palestiniens sont des sous-vies, ce ne sont pas des sous-membres. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'une offensive sur Rafah? Parce que le Hamas, à nouveau, se cache dans la population de Rafah. Voilà. Donc, il y a quand même... la Chine est toujours dans sa logique de combat avec les États-Unis. De toute façon, on ne peut pas comprendre ce conflit si on ne comprend pas l'obsession, comment dirais-je, de LFI, par exemple, l'obsession anti-états-unienne, pour reprendre leur langage. La Chine est là-dedans. Donc, je sais qu'il faut une pause, il faut une trêve, mais il faut comprendre Israël. Elisabeth Lévy, il n'y a pas unanimité au sein même d'Israël sur la politique à mener. D'abord, je m'associe totalement à ce que vient de rappeler Françoise. Deuxièmement, le papier du Mondier est signé par quelqu'un, si vous voulez, dont on peut quand même mettre en doute l'impartialité. Disons-le. Benjamin Barth, voilà. Qui est franchement un adversaire résolu d'Israël. Je vous renvoie à l'émission plein de lectures, des numéros de... est une palestinienne radicale, en plus. Franchement, si vous voulez, moi, je n'irai certainement pas chercher mes informations dans le monde sur Israël. Des chiffres. Non, mais sur les chiffres, comme l'a dit Françoise. Mais quoi qu'il en soit, le jour où le Hamas rend les armes, d'accord, il n'y aura plus un mort civil. Il y a eu un article traduit, enfin en tous les cas repris par Atlantico dans Newsweek, montrant tous les efforts que faisait l'armée israélienne pour épargner des vies civiles. Mais comme l'a dit Françoise, c'est une guerre existentielle. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut faire très attention en domaine diplomatique sur ce dossier. Il n'y a aucun rapport entre ce que les gens disent devant les caméras, y compris Macron, y compris, si vous voulez, qu'il y a une opinion, une double opinion, si je puis dire, au minimum, qui a peur des quartiers, qui est le président de tous les Français, y compris les antisémites, comme l'avait dessiné Rançon, donc qui ménage un peu comme il fait toujours chèvre et chou. Mais c'est vrai de tous les dirigeants, si vous voulez, et notamment des dirigeants arabes. Je veux dire, devant les caméras, ils vitupèrent, etc. Dans les coulisses, on discute. Alors, il y a un pays qui a évidemment
une influence directe sur Israël, et il faut quand même pas se leurrer. Alors il y a l'opinion israélienne, mais bon, j'ai pas le temps d'en parler, on y reviendra peut-être, mais il y a un pays qui a quand même, c'est l'Amérique, pour la bonne raison que depuis le 7 octobre, il y a des avions, alors je sais pas si c'est encore tous les jours, peut-être Jean-Baptiste le saura, mais des avions qui viennent apporter des munitions, etc., etc. Donc, si vous voulez, le jour où les Américains mettent une ligne rouge, c'est quand même, Israël peut pas se permettre une crise ouverte avec Washington. Voilà, c'est la seule ligne rouge, ne compte pas, l'Europe et la Chine non plus d'ailleurs. Oui. Allez, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, état des lieux finalement de la situation aujourd'hui. Alors, ce que je note par rapport à la question chinoise, c'est que la Chine intervient dorénavant dans les relations internationales. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau. Elle était intervenue en Ukraine en proposant un traité de paix. C'est la première fois que la Chine est s'immiscée dans une guerre européenne et proposait un traité de paix pour régler une querelle européenne. Et là, elle s'immisce dans la question du Moyen-Orient. C'est aussi une première. Alors, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça montre quand même que la Chine veut vraiment entrer et peser sur les relations internationales, qu'elle ne se limite pas à un rôle de puissance régionale. Ça, c'est un fait nouveau, même si, effectivement, sur le conflit, ça ne changera pas grand-chose. Mais ce réveil de la Chine ou cette volonté de la Chine de peser est probablement un tournant dans son histoire récente. Sur le rôle de la Chine, ce qui est intéressant, et vous réagissez les vraies voix peut-être, c'est que ça n'est pas en fait une prise de position contre les États-Unis, puisque Elisabeth l'a redit, les États-Unis mettent aussi la pression. Françoise. Sur la Chine, je pense que vous serez d'accord avec moi, la Chine, elle joue sa partition des BRICS, c'est ça la réalité. Et quand vous regardez tous les gens qui interviennent dans ce conflit contre la Chine et Israël, contre les États-Unis et Israël, ce sont les BRICS. C'est la Russie, Brésil, Russie, Sud-Afrique. Et c'est l'Afrique du Sud qui à nouveau porte plainte devant la Cour internationale de La Haye. Qui abrite un dictateur soudanais qui est probablement le plus meurtrier de tout 300 000, hein, le Darfour, c'est à peu près. Donc le Darfour, c'est 300 000. Effectivement, il est à l'abri. Donc, je veux dire, je complète juste ce que vous dites, c'est que la Chine, bien sûr, veut jouer sa partition internationale, mais elle la joue dans un cadre extrêmement précis qui s'appelle les BRICS. Cette espèce, ce conglomérat. Et moi, je veux bien qu'on change le monde occidental, mais est-ce que j'ai envie de le changer avec la Russie et la Chine? Je n'en suis absolument pas certain. Et on y ajoute l'Inde, on ne l'avait pas cité aussi. Oui, et puis il y a l'Iran qui est candidate, et puis il y a un certain nombre de... Tous nos petits amis sont là dans les BRICS, on peut le dire. Jean-Baptiste Noé, est-ce que, et là c'est peut-être une réflexion sans doute superficielle, cette volonté de la Chine de s'immiscer, comme vous l'avez dit, dans ce qu'elle négligeait auparavant en Ukraine et maintenant en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, est-ce que ça n'est pas un désir presque esthétique de compenser ce que le pouvoir chinois a d'épouvantablement dictatorial? Et au fond, est-ce que ça ne cherche pas à mettre une façade un peu plus réjouissante à un régime épouvantable? Oui, alors c'est aussi une manière de concrétiser sur la scène internationale la puissance économique. La Chine est quand même la deuxième puissance économique mondiale, donc c'est une manière de montrer que le pays pèse aussi, qui la Chine a aussi des intérêts, notamment l'accès aux hydrocarbures avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite. Donc être présent dans la région, c'est important pour les Chinois. Depuis quelques années, ils ont une base à Djibouti. Djibouti n'est quand même pas très loin d'Israël et en tout cas sur la mer Rouge. Donc il y a cette concrétisation. Et peut-être que la Chine a aussi une idée de se protéger de la question de Taïwan. Parce qu'effectivement, en jouant le rôle de premier de la classe pour les BRICS, ça permet à la Chine de trouver des alliés. Et dans un conflit futur avec Taïwan, ça lui permettrait d'avoir, notamment à l'ONU, même sur la scène internationale, des pays qui le soutiennent contre les États-Unis. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que nous assistons à la énième version. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? À travers Israël, à travers l'Ukraine, on a bien compris que la Chine va aider Poutine et va le croquer tranquillement quand tout ça sera fini, parce que même si l'économie va mieux en Russie, on sent quand même de grandes faiblesses structurelles et même des faiblesses démographiques. Mais est-ce que au fond, on ne rejoue pas l'éternel combat qui va nous occuper dans les 10 ans qui viennent? C'est le combat Chine-Amérique. Jean-Noël, est-ce que c'est pas ça finalement qui se rejoue à travers Israël? Moi, je crois que ça se limite, à part l'influence des BRICS dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça se limite, et c'est énorme, à ça. C'est-à-dire, on fait la guerre aux États-Unis à travers ses alliés. Oui, la Chine est en train de marquer à la culotte les États-Unis. Partout où ils interviennent, la Chine veut être là et ne leur laisser aucun espace de liberté, et notamment être présent
sur une zone qui était généralement considérée comme la sauvegardée des États-Unis. Je regarde d'ailleurs que dans l'entretien de Vladimir Poutine, personne n'a pas posé cette question chinoise qui est essentielle, parce qu'on a plus d'1 milliard d'habitants face à 120 millions d'habitants. Effectivement, l'alliance Chine-Russie, c'est surtout la Chine qui prend le pas sur la Russie, qui va en faire une sorte de conglomérat. Des questions, des réactions au 0826 300 300 et notre auditeur fil rouge Xavier depuis Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Xavier, réaction à ce que vous venez d'entendre. Ma réaction, c'est je pense qu'il n'y a pas de morts qui valent plus que les autres. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que en général, quand la population trinque, ça fait souvent le jeu des extrêmes. Et ça divise le monde un peu plus en deux. Et c'est ce qui me semble le plus inquiétant, quoi. Et surtout qu'on nous assigne à choisir un camp ou un autre. Vous voyez, donc et pour moi, la Chine vise, de toute manière, si leur projet c'est 2035, c'est d'être la première économie voilà, au monde. Donc on les verra de plus en plus, je pense, s'immiscer ou la première colonie, c'est ça. Ou mettre en avant leur politique, quoi. Elisabeth Lévy. Non, je voulais quand même vous répondre sur, évidemment, si vous voulez, une fois qu'on a dit que toutes les vies se valent, si vous voulez, il faut pas non plus être naïf. Toutes les vies se valent, mais toutes les façons de mourir ne s'équivalent pas, si vous voulez. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé le 7 octobre, où il y a une volonté délibérée de terroriser, d'humilier, de violer, de mutiler, et j'en passe. De tuer, c'est le moins grave dans tout ça. Pardon, Cécile, c'est de la torture, tout le reste. Il y a eu cette volonté, si vous voulez, et il y a une volonté affirmée de faire disparaître Israël. Je veux dire, Israël, malheureusement, je veux dire, fait des morts, mais ça n'est contrairement contrairement à ce que laissaient entendre, pas le disait le papier du Monde. Ils ne veulent pas, leur but n'est pas de tuer des Palestiniens, leur but est d'assurer la sécurité de leurs citoyens. On peut parfaitement critiquer la méthode, on a tout à fait le droit. Mais quand on dit que ça n'est pas la même chose, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté il y a une volonté de meurtre et d'humiliation, de l'autre côté il n'y a pas cette volonté, il y a une volonté de se protéger. Bien ou mal, vous avez tout à fait le droit évidemment d'en délibérer autrement que voilà. Je reviens à Jean-Baptiste Noé, le rédacteur en chef de la revue Conflit, qui est avec nous, et cette déclaration de la députée LFI Sophia Chikirou qui accuse, je cite, Israël, la sauvagerie et la barbarie d'Israël est née d'une colonisation, d'un apartheid et d'un génocide. La place et l'image de l'Israël est en question aussi en ce moment. Chikirou, c'est pas non plus. Oui, il y a tous les mots qu'il faut mettre. Donc effectivement, on a tous les mots habituels. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas montré la complexité de la situation. Ça reprend le discours tiers-mondiste qu'on a depuis maintenant les années 1960 avec la question palestinienne, mais ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que ça ne résout ni la sécurité d'Israël, ni la sécurité des Palestiniens. Et comme ça vient d'être dit, il y a quand même une différence de nature. C'est-à-dire que d'un côté, Israël ne cherche pas à éradiquer les Palestiniens, alors que le Hamas cherche à éradiquer Israël. Donc c'est quand même une différence de nature. Et cet épisode n'est malheureusement qu'un épisode dans un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Et on n'a pas encore trouvé de solution. Donc même si on espère la fin des combats et même si on espère une pacification et la fin de ces opérations militaires, ça ne résoudra pas le problème. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une manière de régler cette question israélo-palestinienne. Mais est-ce qu'il y a une solution, une porte de sortie tant que les otages, certains otages seront encore sur place? Alors, je dirais que, pour moi, en tout cas, la question des otages n'est pas la question principale. La vraie question, c'est que le Hamas veut l'éradication d'Israël. Donc, il garde les otages comme moyen de pression, mais même si les otages étaient libérés, le problème de fond ne serait pas résolu, même si on souhaite et on pourrait qu'ils soient libérés. Mais ça ne règle pas le problème de fond où il y a une entité qui souhaite l'éradication physique de l'autre. Et à partir de là, il n'y a pas d'entente possible. Françoise Degois a demandé la parole. Je suis vraiment le combo Chikirou, voilà, c'est le combo habituel, c'est le combo à la surface de la planète, c'est-à-dire colonial, génocidaire, apartheid. On peut reprendre tous ces mots, expliquer pourquoi ce pays est né d'une décision et d'une résolution de l'ONU. Je rappelle... Refusé par les populations arabes de Palestine. C'est là que les guerres sont déclenchées. Si on fait un peu d'histoire, c'est là que les guerres sont déclenchées. Alors on nous explique, oui, mais il n'y avait que 34 nations à l'époque. Stop la cavalerie. Génocidaire,
je reviens pas sur ce qu'a dit Elisabeth, le génocide vient dans l'intentionnalité. Apartheid, je suis désolé, le jour où vous aurez un parlement palestinien, car je souhaite un jour qu'il y ait un État palestinien, où vous aurez des députés juifs, comme vous avez des députés arabes israéliens, et qui ont absolument le droit, les mêmes droits que les citoyens. L'apartheid, c'est quand vous avez des sous-citoyens. Ça n'est pas le cas en Israël. Je rappelle que Gaza n'est plus une possession israélienne. Je le rappelle. Donc, inlassablement, il faut quand même revenir aux choses. Ce que je vois, moi, dans le mouvement mondial, parce que c'est un mouvement mondial, dont Chikirou, LFI, etc. D'accord. Voilà. Mais ce que je vois, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on est passé, je vais très vite, qu'on est passé de la solution de 2 États maintenant à un État. Et maintenant, en fait, à la négation d'Israël. Allez, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous restez avec nous. En attendant, on va vous donner la possibilité de gagner un cadeau. C'est le moment de jouer avec nous sur Sud Radio. À l'occasion de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir tenter de gagner votre séjour au château de Courcelles dans les Hauts-de-France. Superbe. Hein, une demeure imprégnée d'histoire et pour vous accueillir des figures illustres telles que Jean Cocteau ou Christian Dior dans un environnement de rêve. Donc c'est facile. Vous allez pouvoir peut-être remporter, si vous êtes sélectionné, les petits déjeuners, les dîners gastronomiques et 5 services concoctés par le célèbre chef doublement étoilé Benjamin Colomba. Alors pour gagner, c'est simple, 10e appel au standard 0826 300 300 0826 300 300 et la grande finale le vendredi 16 février. On a déjà eu un qualifié hier d'ailleurs. C'est un moment important dans les vraies voix. Oh là là, voilà, tu commences pas à faire les yeux doux à un minibus, Philippe Bilger. Non, pas du tout. À moins qu'il louche. Si Elisabeth et Françoise veulent me faire les yeux doux, pourquoi pas. Tu es en incorruptible. Vous n'êtes pas Philippe David, on l'achète avec une tablette de chocolat. Un bonbon, vous, c'est impossible. Et encore du chocolat qu'on a à moitié mangé. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. Il sera de retour demain, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Elisabeth Lévy et bien sûr notre Xavier des Bouches-du-Rhône. Oh là là, Xavier, de Port-de-Bouc. Allez, vous restez avec nous tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors il y a un gros sujet avec vous, Xavier, parce que notre auditeur d'hier a raflé la mise, totalement la mise, à 99,9%. Donc là, vous avez tous les auditeurs derrière vous, Xavier, aujourd'hui pour ce qui c'est qui l'a dit. Allez, et on le rappelle, vous avez la main d'entrée. Hein. C'est vous qui répondez. Si vous ne répondez pas, les autres répondent. À bon entendeur, salut. Bien sûr. Question qui c'est qui l'a dit équivaut 2 points. J'invite les beaux esprits parisiens à sortir du périphérique et à aller à Mayotte. C'est à Xavier. Ah non, excusez-moi. Non, j'ai dit Anne Hidalgo. Gérard Darmanin. Mais c'est pas on l'a dit en même temps. Je suis parti sur celui qui arrive à départager Françoise. Non, mais c'est 2 points. Un point pour Françoise, 1 point pour Philippe. 2 points chacun. Non, mais l'autre, non. 1 point chacun. Il doit y avoir que 2 points distribués sur cette question. Non, mais c'est le partage. Le partage. C'est la guerre. J'envoie, s'il vous plaît, 1-1-0-0. Voici la deuxième question qui est à 2 points. Qui c'est qui l'a dit ? Les cadres LR sont un vivier de ministres pour Macron. Ce parti est condamné. Le départ de Rachida Dati, qui était une des figures LR les plus appréciées, le prouve encore. Qui a dit ça, cher Xavier ? Je donne ma langue au chat. Éric Zemmour. Et le chat, c'était Françoise Degois qui tout de suite était... Mais non, Xavier, écoutez bien celle-là. Xavier, excusez-moi, mais je compte sur vous pour la battre. Là, faut pas me décevoir. Là, j'ai eu du bol. Écoutez bien, Xavier, là, vous pouvez répondre. C'est une question qui c'est qui l'a tweeté. Je constate que Paris est de plus en plus abîmé et donc je serai la ministre qui sauvegardera ce patrimoine. Xavier répond. Xavier. Il va le savoir. Je serai la ministre. Rachida Dati. C'est pour Xavier. C'est pour Xavier. Xavier l'a dit. On a bien entendu. Je suis à 2 pour Françoise, 1 pour Philippe et Xavier. La deuxième question que j'ai gagnée, c'est 3. Allez, 3, d'accord. C'est bien parce que c'est vous, Françoise. La 4e question, cette fois-ci pour... participer, vous avez compris. Et toi, c'est pareil. Écoutez bien. Vous perdez du temps. Pour 1 point. Qui c'est qui l'a dit sur le débat de l'école privée publique? Ouvrez les guillemets. Je suis élève de l'école publique. Qui a dit ça, Xavier? Je sais. Je donne ma langue au chat.
Nicole On l'a dit en même temps. Non, on l'a dit en même temps. Un peu avant. Non, je l'ai dit un peu avant toi. En totale impartialité, j'étais un peu avant. Mais non, mais tu te fous de moi. Non, c'est un. Bon, Cécile, qu'est-ce qu'on fait pour les points? C'est Françoise. Donc ça fait 4 pour Françoise. Qui l'a dit sur son retour à l'Assemblée nationale comme député? Je n'ai jamais été fasciné par le pouvoir. Je vais continuer à mettre beaucoup d'énergie dans mon engagement politique. Question à 3 points. Oui. Question à 3 points, vous mettez 3 points pour ça? Oui, 3 points. Et donc, Xavier à 4, tout comme Françoise. Mais c'est pas possible. 4 à 4. Pourquoi vous mettez 3 points, Elisabeth? Dernière question, c'est ce qu'on appelle une balle de match, ou si on fait du badminton, un volant de match. Allez-y, dépêchez-vous. Vas-y. Ah, c'est à moi de l'imposer? Bah oui. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Celui qui dit qui est. D'accord, très bien. Qui c'est qui l'a dit en parlant de lui-même? Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses, les gens, je les choque, je les attriste. Xavier, alors? Attriste. Je les attriste. Je les attriste. Oui. Qui a dit ça? Alors, je ne sais pas du tout. Emmanuel Macron. Emmanuel. Françoise. Je n'aurais pas pensé. Je les attriste. Françoise de Gois s'impose avec un immense brio. Avec 7 points pour Elisabeth, pour Françoise, 4 points pour Xavier et 1 point pour Philippe Bilger. Et Elisabeth Lévy, je suis désolée. Brio machin, t'avais les questions avant. Ça y est. Alors j'allais vous saluer, Elisabeth, pour votre fair play. J'allais en plus vous saluer pour votre fair play. Allez, les amis. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir joué avec nous, en tout cas d'avoir tenté le coup. On vous embrasse et bon retour. Vous êtes toujours donc par bon retour, mais on embrasse tous nos amis des Bouches-du-Rhône. Dans un instant, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, on parle de quoi? Nausée et adhésion sur le féminisme. Avec vous, Elisabeth Lévy? Avec moi, on parle aussi un peu de féminisme, mais c'est plutôt nausée qu'adhésion. D'accord. Et avec vous, Françoise de Gois? On revient sur l'interdiction de la famille Badinter de voir LFI et le Rassemblement National à l'hommage aux Invalides. Et je porterai un coup de gueule. Peut-on faire quelque chose contre cette augmentation des cambriolages et des vols de voitures qui sont encore en hausse? Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Extrêmement bien entouré. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. On est ravis de vous accueillir. En tout cas, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, coup de gueule ou coup de cœur finalement? C'est pas très joyeux. On va parler du harcèlement scolaire. Oui, c'est plutôt un coup de gueule, celui d'Hugo Martinez qui estime que les chiffres d'hier, vous savez, sur le harcèlement scolaire, il estime que les chiffres sont sous-estimés. On en parle dans un instant. Le coup de gueule, moi j'en ai un. Ouais, et un vrai coup de gueule. L'actualité nous resserre mardi les chiffres grandissants des cambriolages et des vols de voitures. Les sondages confirment que les Français vivent dans la méfiance permanente. Bien difficile toutefois d'imaginer un policier dans toutes les rues. Je porte donc ce coup de gueule et laissez-moi vous raconter cette histoire qui concerne Bous. C'est un ami de 20 ans, chauffeur de taxi, qui vint un jour solliciter mon savoir communiquer pour obtenir sa naturalisation française. Il galérait, se sentait montré du doigt en tant qu'Algérien. Très vite, nous constatons que l'administration bloque la procédure car une plainte a été déposée contre lui. J'y accède et il m'explique. 5 ans plus tôt, il surprend dans le parking commun de son immeuble un homme qui dérobe son taxi. Il intervient, le ton monte, bagarre, le voleur se retrouve blessé. Il s'agit d'un repris de justice qui vole et cambriole depuis sa sortie de prison. Le problème, c'est que Bous, mon ami, a défendu son bien. Il est du genre costaud, le voleur a porté plainte pour coups et blessures. 5 ans plus tard, ce document bloque sa demande de naturalisation, un comble. J'ajoute mon modeste exemple, je suis moins bien costaud que Bous, mais j'ai été tenté de repousser récemment un cambrioleur passé par mon balcon. J'ai vite repensé au conseil de mon voisin policier, surtout ne fais pas ça, s'il tombe, il se tue, tu vas en tôle. Alors j'ai hurlé, il est parti, et puis ça tombe bien, sinon il aurait sans doute décidé d'entrer chez moi, de voler le bijou que ma grand-mère m'avait laissé, etc., etc. Mais comment Bous aurait-il fallu faire? Comment j'aurais dû faire pour éviter de me faire cambrioler? C'est peut-être ça qui explique que les Français en ont marre. Je suis d'accord, il y a des hasards très malheureux dans la vie où c'est la victime
qui est pénalisé. On a le droit d'être intelligent, mais parfois on ne l'est pas assez lorsqu'on appréhende ce type d'affaires. Oui, je suis d'accord. J'entends ce que vous dites, hein, c'est complètement kafkaïen, enfin, je comprends, et je pense que... Mais ce que j'ai aimé, c'est votre mesure, car je pensais que nous allions partir sur un immense couplet habituel sur cette justice qui ne faut rien, etc. Et je salue votre sobriété à leur matière. Les gens pensent ce qu'ils ont à passer, mais je pense qu'il y a des trous dans la raquette. En réalité, Philippe, je me tourne vers vous. Il y a des trous dans la raquette pour ce type de cas. En réalité, je pense qu'il y a des trous dans la raquette. Elisabeth Lévy. Et qu'il faut combler. Vas-y Philippe, parce que allez-y Philippe, on n'aura pas le temps. Après, vous voulez répondre? Non. Allez-y. Non, je voulais juste citer je voulais juste citer la chanson de Georges Brassens qui s'adresse à son voleur et qui lui dit c'est sympa de m'avoir laissé ma guitare à la fin. Ça c'est beau. Je crois que les voleurs à l'époque de Brassens, si vous voulez, n'étaient pas capables enfin en tous les cas la plupart, ils ligotaient pas les gens chez eux, ils terrifiaient pas les nounous. Si vous voulez, c'était des voleurs bien élevés. Ils avaient laissé la guitare. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est je pense que ça doit être extrêmement effrayant. Moi, une fois, on est rentré dans mon appartement, mais j'ai pas vu ça. Je pense que ça doit être extrêmement traumatisant de se retrouver avec quelqu'un, je sais pas comment vous quelqu'un sur votre balcon. La question, c'est comment faire, et le problème, c'est est-ce que je suis en mesure de me défendre aussi? C'est ça. Allez, tout de suite, vous avez la parole avec vous, hein, Félix Mathieu, et un sujet important. Oui, on part dans les cours d'école ou sur les réseaux sociaux, on parle harcèlement scolaire. La nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, en faisait le thème de son premier déplacement hier dans un collège à Reims. Elle dévoilait à cette occasion quelques chiffres censés nous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène qui toucherait 5% des écoliers, 6% des collégiens, 4% des lycéens, un élève par classe donc environ. Sauf que, voilà, le fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire estime que ces chiffres sont sous-estimés et donc les réponses sous-dimensionnées. Bonsoir Hugo Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Un élève par classe harcelé au moins, vous estimez que la réalité c'est plus que ça en fait? Oui, bien évidemment, et merci de nous donner la parole ce soir. C'est important de réaliser à quel point on nous ment sur les chiffres du harcèlement scolaire pour minimiser les faits, et c'est un vrai scandale. Si on reprend les chiffres que le ministère transmettait en 2015, on parlait d'un élève sur 10 qui était victime de harcèlement scolaire. Le Sénat parlait en 2022 de 1 million d'élèves. Si on reprend les calculs présentés dans l'étude du ministère dévoilée hier, on parlerait donc ainsi d'une division par 2 à minima du harcèlement scolaire entre 2015 et 2023. Ce qui est juste impensable. On voit, nous, sur le terrain, une explosion de cas de harcèlement scolaire, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux. La réalité, c'est quoi? C'est que, en questionnant des collégiens, des lycéens, des écoliers, alors même que cette étude devait être généralisée à partir du CE2, on a des dizaines de classes, voire peut-être des établissements entiers qui n'ont même pas été destinataires de cette étude. La question qui se pose avec ce point-là, plus le fait de l'échantillon très minime, 17 000 élèves pour réaliser cette étude, on se demande en fait quelle est la réalité, quelle est la volonté du gouvernement. Est-ce que c'est minimiser les faits pour justifier des petits moyens? La mesurette annoncée par la ministre, 150 personnes pour gérer toute la France les cas de harcèlement scolaire. On marche sur la tête. C'est un vrai scandale d'État. On veut nous cacher des chiffres, on ne veut pas regarder la réalité en face des choses, et on essaie de faire des séquences de communication politique. On va faire réagir Hugo. Philippe Bilger. Juste une question. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est de la mauvaise foi ou une difficulté pour identifier le véritable harcèlement? Moi, je vais vous dire, je crois que maintenant, vu le stade aujourd'hui de non-collaboration avec les associations, moi, je vais vous dire, on nous a reçus le 28 septembre dernier pour faire une séquence de communication politique. C'est la première fois en 6 ans, par exemple, qu'on a été nous reçus. Dès le lendemain, plus de son, plus d'images. Or, si on avait été associés dans la conception de ce questionnaire, on aurait tout de suite alerté, attention, ce questionnaire, même s'il est anonyme, vous voulez le faire en classe, mais l'élève harcelé, s'il a à côté son élève harceleur, vous croyez qu'il va pouvoir être authentique dans sa réponse? Il y avait d'autres solutions, le soir notamment avec les espaces numériques de travail, vous savez, École Directe, Charlemagne, on aurait pu transmettre le soir un questionnaire par ce biais-là. Et là, on aurait eu des réponses plus authentiques. Mais depuis le début, on ne veut pas associer les acteurs de terrain comme les associations, et pourtant c'est nous les opérateurs les plus concrets et mobilisés sur le sujet. Je ne comprends pas, on marche sur la tête et c'est un vrai scandale. Je vous l'annonce ce soir, je mobiliserai dans les prochaines heures les parlementaires pour faire la réalité et avoir la justice finalement rétablie sur ce sujet et faire toute la lumière sur cette enquête qui pour nous est un vrai fiasco.
Merci beaucoup Hugo Martinez, président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et la famille est au grand complet. Elisabeth Lévy, oui, c'est la famille. Là, si c'est pas la famille, Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle et Philippe Bilger, on sait pas. Et moi, je suis le cousin. Ils ont pas la lumière dans toutes les pièces parfois, mais c'est pas très grave. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, nous commençons avec vous. Et cette nausée à s'informer sur les rapports entretenus par Benoît Jacot, Jacques Doyon et Georges Miller et adhésion à la sublimation du désir défendu par Gérard Miller. Oui, pourquoi j'ai... Ah bah oui, on m'a mis Georges Miller. Alors je lis, bêtement. Voilà, et adhésion à la sublimation du désir défendu par Fabrice Lucchini. Je vais aller très vite, j'ai tout lu, enfin à peu près tout lu depuis quelques semaines sur les rapports, sur Judith Godrèche, sur la manière dont Doyon s'est comporté, dont Jacot s'est comporté, dont Gérard Miller s'est comporté de manière tout de même assez fortement compulsive. Je discuterai pas parfois la légère contradiction qui nous oppose avec Elisabeth. J'ai véritablement la nausée devant ces rapports scandaleux où l'inégalité n'est absolument pas perçue comme la tentation d'une douceur, mais au contraire comme l'occasion d'une puissance qui va dévaster. Et en face, il y a Fabrice Lucchini qui dit ce qu'il y a de bien, et il évoque Éric Rohmer, c'est la sublimation du désir, en rappelant la belle phrase du père de Camus, un homme ça s'empêche. Moi j'avoue que ça me touche. Bon, pardon, d'abord, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas dire les comportements de X, Y ou Z. On a une version qui a d'ailleurs varié dans le temps. Judith Godrèche, Pascal Praud a passé l'interview où elle dit que c'était une emprise merveilleuse. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir... Non, je suis désolée. Moi, je n'achète pas, si vous voulez, des monstres d'un côté. On est dans la zone grise, si vous voulez. Caroline Eliachev, qui a épousé Robert Hossein à 14 ans, ce qui est quand même assez choquant en soi, ou à 15 ans, on a toujours dit du bien. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'on est dans la zone grise, mais cette façon de juger, si vous voulez, de condamner, sans jamais essayer de comprendre ce qui se passe des deux côtés dans une relation aussi complexe. Parce que hier, j'ai entendu dire « Ah mais comment ? Maintenant, on nous explique que les réalisateurs aiment leurs actrices ». Mais quoi, on croit quoi, que le cinéma, même, d'ailleurs j'allais dire c'est comme travailler à la chaîne, mais sur une chaîne on peut aussi tomber amoureux de son chef ou de pas son chef d'ailleurs. Donc il faut arrêter, si vous voulez, de croire que le désir obéit au cadre de la démocratie. Ça ne veut pas dire que les comportements répréhensibles ne doivent pas être... Mais moi je crois qu'après le délai de prescription, on a jusqu'à 48 ans. Quand on a subi des dommages mineurs, on a jusqu'à 48 ans pour porter plainte. Alors moi, si vous voulez, l'accusation en place publique qui vaut à des hommes d'être bannis, Nicolas Bedos, etc., je peux vous faire une liste, ça commence... Je me sens dégradée. Je ne veux pas, même Gérard Miller pourtant, je ne veux pas participer à la meute. Moi, je serai jamais d'accord avec vous, Elisabeth, sur cette question. Je ne balaye pas ce que disent les femmes. J'écoute Judith Godrèche qui nous a tous profondément bouleversés l'autre jour. C'était la semaine, mais peut-être je vais finir moi. Je pense pas a priori que les hommes ont raison et que les femmes ont tort, parce que c'est toujours votre raisonnement et on sera jamais d'accord là-dessus. On sera jamais d'accord. Les hommes sont pas des petites choses fragiles qui sont en danger. Quand vous lisez, Gérard Miller a envoyé un certain nombre de gens, dont moi, ces explications. Avant que le sujet sorte, j'en avais parlé à Cécile et à Philippe David. Voilà. Et lui-même reconnaît qu'il y a quelque chose du domaine de la domination qui s'est complètement emparé de lui. Moi, j'entends ça, une femme, deux femmes, Muriel Cousin, l'ex-compagne de Stéphane Guillon. C'est Guillon. Mais quand vous en avez 45, il y a quelque chose. Quand vous avez... Non, mais même Gérard, attendez, je vais m'expliquer. Oui, mais bon... Non, mais
Mais Elisabeth, vous voulez pas être interrompue sur ces sujets. Moi, je ne veux pas. La parole des femmes compte. J'entends que Judith Godrèche a pu avoir ce délai-là pour sortir, pour décapsuler ce qu'elle a à dire. J'entends que tous les témoignages qui se multiplient sur le rapport de muse pygmalionesque, prédateur de Benoît Jacot et de Jacques Doyon, si vous voulez, par rapport à leurs actrices, je l'entends. J'ai pas envie de mettre de bémol. Leur carrière, leur carrière, je ne suis pas comme Mathilde Panot qui veut plus qu'on diffuse un seul film de Gérard Depardieu pendant 30 ans. Je dis juste que la parole des femmes se dégoupille et c'est heureux. Excusez-moi, alors d'abord, je n'ai jamais dit j'ai pas dit les uns ont raison, les autres ont tort, je dis on est dans des zones grises. Je dis que quand quelqu'un a jusqu'à 48 ans, c'est pas gris. Pour moi, excusez-moi, j'ai aussi le droit de ne pas être d'accord avec vous. Bien sûr, j'en ai marre de ce puritanisme qui refuse, si vous voulez, qui veut normer en réalité. Et surtout, j'en ai marre de ces procès a posteriori, si vous voulez. Et quand vous dites, oh oui, leur vie est pas brisée, mais est-ce que vous... Moi, j'en connais. Je prépare un livre là-dessus en ce moment et je vais les voir. Je vois des types qui n'osent plus sortir de chez eux. Je vais dire, je suis désolé, il y a une justice pour ça. Moi, je suis dégradé par l'existence des meutes. Et quand je disais pour Gérard Miller, c'est pas du tout que je mets en doute. Et en plus, c'est vraiment un type pour qui j'ai une aversion idéologique et son papier du Monde sur les Juifs qui votent à droite, mais encore là. Je dis simplement, il a reconnu Gérard Miller. Il l'a reconnu même Gérard Miller, je dis juste, ça n'est pas la question qu'il est reconnu ou pas. Je dis, on n'est pas obligé tous les jours de revenir, le salaud, le monstre, le machin. Judith Godrèche était mineure, quand même. Excusez-moi, moi je Philippe Bilger. Elisabeth, je ne comprends pas que votre intelligence et votre sensibilité ne remarque pas qu'il ne s'agit pas de zone grise, mais qu'un homme, dans ces circonstances, ne se comporte jamais comme ça. Il faudrait le dire à Madame Macron, alors. Il faudrait le dire à Madame Macron, puisque 30 ans après, vous vous permettez de juger des histoires qui, à l'époque, étaient jugées par l'heure. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais Elisabeth, on ne se comporte pas comme ça. Les auteurs eux-mêmes l'admettent. Mais est-ce que je peux finir? Après, les histoires sont très différentes les unes des autres. Je considère si vous voulez que même si quelqu'un a commis dans ces affaires-là quelque chose de transgressif, qu'il le reconnaisse, d'accord. Je veux dire, d'abord, quand Judith Godrèche à 30 ans ou à 40 ans, si vous voulez, dit que ça a été merveilleux pour elle, excusez-moi, et que là, il y a une épidémie de témoignages. Tout d'un coup, si vous voulez, on m'explique, c'est mon tour de table. Tout d'un coup, si vous voulez, il n'y a que des victimes. Il n'y a que des victimes et des salauds. J'en ai marre. J'en ai marre de voir les femmes en France, qu'on m'explique que le sort des femmes en France, c'est d'être des victimes. Je ne supporte plus cela. Je pense que les Américains, les Anglo-Saxons et les autres pays du monde ne comprennent absolument pas pourquoi il y a des résistances par rapport à ces témoignages. Votre position, elle est incompréhensible. Je peux entendre sur Gérard Depardieu des choses parce que les propos qui sont apportés, c'est impossible d'entendre ce type d'argument, de dire que ce sont des zones grises sur Judith Godrèche, sur Isilde Lebesco, sur les patientes de Gérard Miller, puisque eux-mêmes considèrent que leur geste était plus qu'inapproprié. Donc, mettons Madame Macron, allons-y là-dessus. Mais soyons aussi là-dessus. La prédation, est-ce que c'est une forme de prédation? En tout cas, la majorité sexuelle ou pas, c'est 14 ans ou 15 ans. Moi, en l'occurrence, il s'agirait d'Emmanuel Macron. On n'a pas entendu Emmanuel Macron se plaindre un jour de son épouse. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la domination exercée, et la domination qui est exercée dans un domaine bien précis qui est celui du monde artistique, et que vous retrouvez dans une domination qui est exercée, je pourrais vous raconter 17 000 histoires dans le monde de la politique, dans tous les champs de pouvoir, la domination exercée, la prédation sexuelle. Vous voulez pas... Non, je ne veux pas. Je refuse. Pardon, Françoise, je vous réponds. Je refuse cette vision du monde. Je refuse qu'on ramène. Évidemment qu'il y a dans une histoire d'amour, il y a toujours de la domination. Dans les deux sens. Philippe Roth raconte, si vous voulez, comment dans ses livres. Pardon, vous venez de me demander de pas. Donc Philippe Roth raconte comment dans ces histoires d'amour qu'il raconte dans plusieurs livres. Si vous voulez, il est complètement sous l'emprise de son désir sexuel. Il est complètement sous l'emprise de femmes d'ailleurs, pas seulement du sexe. Je veux dire, donc arrêtons, si vous voulez, de penser que d'un côté, c'est pas le sujet de l'emprise de l'amour. Et quand je vous dis que c'est une zone grise, pourquoi je cite Emmanuel Macron? Pas du tout. J'ai beaucoup d'estime en plus pour Madame Macron, pour dire que dans certains cas
cas, la preuve, c'est que c'est une zone grise, c'est que puisque dans certains cas, tout le monde admet 30 ans après qu'il n'y a aucun problème. C'est donc bien. Mais parce que là, que on ça parle de violence. Non, mais Elisabeth, ça tient pas à votre raisonnement. On parle de violence. Écoutez, vous ne dites pas que mon raisonnement ne tient pas. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous dites pas que mon raisonnement ne tient pas parce que ça commence à me fatiguer. Si vous voulez, j'en ai marre. Que vous soyez fatigué, c'est pas le problème. Vous parlez d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Il n'y a pas de violence sexuelle. Dans le cas de Judith Godrèche, il y a des sévices sexuels, il y a de la violence sexuelle. Donc le témoignage, vos accusations, vos condamnations. C'est pas ce que nous disons. Les sévices sexuels, il l'a reconnu, Benoît Jacot, non. Il a reconnu. Il a reconnu, non. Mais le doyen Jaco Miller fait la mise en œuvre d'un système de domination dont il se vante. On dirait que vous n'avez jamais interrogé sur ce qu'est le désir. Merci les vraies voix, merci les vraies voix. On doit avancer. Allez, la pub continue hors antenne, nous on part en pub. Allez, on revient dans un instant. C'était passionnant, à tout de suite. Allez, le tour de table de l'actu, c'était il y a quelques instants. Elisabeth Lévy, peut-être un petit mot sur votre alors je vais très vite, parce que c'est la suite. C'est un article d'Hélène Frappa qui s'appelle toutes les femmes dans le monde d'aujourd'hui au cinéma, qui est la vraie vie agrandie, sont des survivantes. Donc elle ne parle pas que du cinéma. D'accord. Et je vais vous lire tout simplement les phrases que j'ai retenues qui sont complètement dingues, à mon avis. Chaque femme apprend dès la naissance que sa vie sera aussi une survie. On pense qu'elle pense aux Afghanes, aux Iraniennes. Non, pas du tout. C'est chez nous, avec les mâles blancs, cisgenres, en liberté, tout ça ne va pas du tout. Nous sommes, alors elle le dit pas, je résume. Nous sommes toutes des petits chaperons rouges menacés par le loup. Tout assigné à l'enfance. Nous restons des petites filles toute notre vie. Et elle a cette phrase, elle cite Henry James, qui dit, et après je m'arrête, je vous promets, parce que c'est vraiment, je sais pas où est passée cette phrase. Enfin, elle cite Henry James qui dit en gros que chez toute femme il y a un reste de la petite fille, mais c'est affreux. Toute femme c'est une petite fille en gros. Eh bien moi je suis désolée. Jusqu'à la fin de ses jours. Comment ? Jusqu'à la fin de ses jours. Oui, on pourrait dire exactement le contraire. Je suis désolée. Voilà, c'est une femme n'est rien d'autre qu'une petite fille qui a grandi. Donc on est assigné à l'enfance comme s'il n'y avait pas de charme et de joie de l'âge adulte, et on peut tout à fait à ce moment-là inverser la chose. Peut-être que toute petite fille est une femme en devenir. Ce que je supporte pas, c'est de convoquer toutes les femmes pour en faire de toutes des victimes. Je trouve ça une insulte à tous les hommes français qui vivent en France, parce que, excusez-moi, on n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan. Moi, je vais répondre à ça. D'abord, Hélène Frappa, c'est vrai qu'elle elle est agrégée de philosophie, elle est normalienne. Bon, je vois bien tout à fait, j'ai lu votre tribune quand j'ai vu que c'était votre coup de cœur. Je suis d'accord avec vous sur... Je vois bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que dans la façon dont s'organise la société, l'écosystème, quand elle dit toute femme est une petite fille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose encore dans notre société qui fait que la femme n'est pas, comme Mao le disait, saluons Mao au moins pour une chose, l'autre moitié du ciel. Il n'y a pas d'égalité homme-femme profondément, on n'est pas émancipé, c'est ça que dans le dire. rapport, y compris, et donc il y a une difficulté des femmes pour elles-mêmes à s'émanciper. On le sait toutes et tous, on a tous recruté des gens, on pense qu'on est émancipé. Penser être indépendant ne signifie pas être émancipé. Je veux dire ces deux choses tout à fait. Être indépendant et individualiste, comme on voit beaucoup de femmes fonceuses, etc., femmes d'entreprise, chefs d'entreprise, etc., ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, vous avez la liberté intérieure dans votre relation aux hommes qui vous dirigent, aux gens qui vous entourent. Donc j'entends ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec vous sur les survivantes. Elle grossit le trait, mais c'est pas forcément inintéressant ce qu'elle avance, du fait que les femmes encore ne sont pas profondément, n'ont pas acquis cette liberté intérieure par rapport à tout l'écosystème qui est construit autour de l'église. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth de dire qu'il faut arrêter de mettre toutes les femmes dans le même panier. Et précisons que chez chaque homme, il y a aussi un jeune petit enfant qui grandit après toute sa vie. Ça marche aussi pour les garçons. Oui, allez, le tour de table. Oui, mais en tout cas, moi, je me sens comme ça. Et je suis un homme et je peux parler. Alors, François, c'est à vous pour votre tour de table de l'actu. Revenons sur ce que nous avons évoqué d'ailleurs tout à l'heure. L'hommage à Robert Badinter qui arrive et la demande de sa famille de ne pas
pas invité en fait d'exclure de cet hommage le Rassemblement national et LFI. Je peux entendre que la famille de Robert Badinter... D'abord, je suis d'accord en ce sens que la famille a tous les droits et que j'ai été moi très choqué que LFI insiste sur le 7 octobre sans penser au chagrin que cette formation pouvait faire aux familles des victimes. J'ai été très choqué. Le PS aurait fait ça, j'aurais été de la même manière choqué. C'est pas parce que c'est la gauche, je suis choqué. J'entends ce que dit la famille Badinter. Pourquoi le Rassemblement national et pourquoi, comment dirais-je, LFI? Parce que le Rassemblement national représente tout ce que Badinter a combattu toute sa vie, et notamment sur la peine de mort. Ils sont pas si clairs que ça sur la question de la peine de mort, même si Jordan Bardella répète oui mais non, etc. Marion Maréchal n'a pas été très aimable à l'égard de Robert Badinter, et Robert Badinter portait des choses. Robert Badinter portait des valeurs qui sont antinomiques avec ce qu'a porté le Front National et ce que masque peut-être encore le Rassemblement national. Et sur LFI, je rappelle que Robert Badinter, qui a échappé par miracle à une rafle alors que son père venait de se faire rafler Simon à Lyon, il est le produit de cette souffrance d'enfants juifs, de cette souffrance de la déportation, de l'extermination, et que je comprends qu'il ne veuille pas une formation qui, depuis le 7 octobre, une question très rapide à vous poser. Est-ce que quand on fait un hommage national à quelqu'un, cette personne vous appartient encore quand vous êtes de la famille? Oui, c'est une vraie question. Vous avez posé la bonne question. Si c'était un hommage un an après, peut-être pas. C'est un hommage. Je veux dire, il vient de mourir. Bon. On s'invite pas de toute façon. Non, mais c'est une vraie question de dire c'est la très bonne question que vous posez. Mais et moi, je pense devrait aussi apaiser le ressentiment des proches. Oui, peut-être. En tout cas, Marine Le Pen, malheureusement, ça m'écœure bien de le dire, mais c'est elle qui a la bonne attitude. Elle dit on veut pas nous, on n'ira pas. Elle a dit on ira quand même. Bon. Puisque c'est le choix de la famille. Voilà. Mais oui, c'est le choix souverain. Voilà. Merci beaucoup, les amis, en tout cas pour ces sujets. Dans un instant, on revient sur ce sondage d'Opinionway paru ce matin. 68% des Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien, Frédéric. Faut-il moins de démocratie pour plus d'efficacité? Oui, c'est ce que suggèrent les Français en répondant à ce sondage Opinionway. Ils le disent même, tenez-vous bien, à 43%. Et vous, que dites-vous sur le compte X de Sud Radio? Vous dites non à 84%. Bon, on en parle dans un instant. Avec Bruno Cotresse qui est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Est-ce que les Français seraient un tantinet excessif? En tout cas, c'est sûr que par rapport aux autres Européens qu'on a interviewés au CEVIPOF, dans le cadre de cette enquête avec Opinionway, oui, clairement, ils sont dans le doute sur la démocratie. C'est pas qu'on est un pays de gens qui sont pas démocrates. Non, pas du tout. Il y a une culture démocratique en France qui est profondément ancrée. Par contre, il y a d'énormes doutes sur le fonctionnement de la démocratie, sur la qualité de la démocratie. Et c'est vrai que quand on regarde, y compris d'autres données, pas seulement les données d'enquête, de sondage et d'opinion, mais quand on regarde de grandes bases de données universitaires qui existent sur ce qu'on appelle la qualité de la démocratie, on voit que la France n'est pas en tête de classement. Allez, on en parle dans un instant. Bougez pas, Bruno Cotresse. On fait un petit arrêt. Non, pas du tout. On fait une petite pub et on revient dans un instant. On est là. C'est la journée de la radio en plus là aujourd'hui. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et avec Philippe Bilger, avec Françoise de Goy et Elisabeth Lévy, nous serons intarissables. Nous ne commencerons pas cette deuxième partie de l'émission sans avoir offert un joli cadeau, ou en tout cas sans avoir sélectionné une belle personne. Du coup, je m'y associe. Vous avez été sélectionné, cher Patrick, pour le tirage au sort qui aura lieu vendredi prochain, le 16 février. Vous pouvez espérer gagner un séjour de une nuit en chambre prestige, incluant les petits déjeuners au château de Courcelles, et un dîner gastronomique pour 2 personnes, accord, mets et vin. Vous êtes donc dans le tirage au sort? Vous êtes du genre à avoir de la chance, Patrick? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et oui, je suis très 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 content. Je peux pas vous dire, je suis content d'être sélectionné. Bon, j'espère que être le revainqueur vendredi. On sera le 16, hein. Ça vous porte bonheur le 16? C'est l'anniversaire d'Elisabeth Lévy. Vous vous rendez compte ça? Vous portez bonheur. Voilà, je vous le dis. Et elle prend un air dégagé comme si on parlait pas d'elle. Ça me désespère alors.
j'espérais. Allez-y, Patrick. Vous aviez... En plus, je l'adore, Elisabeth. Et vous n'êtes pas le seul. Voilà. Merci. Vous avez déjà fait votre cadeau. Et donc, Patrick, qu'est-ce qu'on comprend dans votre message? Je l'adore, donc si je gagne, il faut qu'elle vienne avec moi. C'est ça que vous êtes en train de me dire? J'hésitais entre elle et vous. Il y a Françoise de Gaulle aussi. On peut venir toutes les trois. C'est le domaine de Courcelles. Château de Courcelles. C'est très beau. Château de Courcelles. Il va s'éclater. Patrick, on vous embrasse très fort. On croise les doigts. Il n'a pas gagné. Il est au tirage au sort. Vous êtes sélectionné. Je vous remercie beaucoup aussi de votre accueil et de votre émission qui est super. Merci beaucoup, Patrick. On vous embrasse très très fort et puis on croise les doigts pour vous et on se retrouve peut-être vendredi. On vous embrasse. Allez, restez avec nous tout de suite. Le tour de table pas du tout. Le coup de projecteur des vraies voix. Allez, c'est parti. J'habite. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Cette démocratie est plus que défaillante. Question très très périlleuse à laquelle on va être confronté, qui est celle de l'avenir de la démocratie. Le général de Gaulle disait, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Je suis désolé, la démocratie, c'est la Constitution, c'est l'application de la Constitution. Ce sera un déni de démocratie. Puisque quand le peuple exprime une volonté, cette volonté n'est pas respectée. Tout l'enjeu demain, ce sera d'inventer une démocratie écologique. Le sentiment qu'une démocratie en France, elle ne fonctionne pas bien, que ça tourne à vide. La démocratie, c'est pas le pouvoir de la rue. Est-ce que vous voulez de l'autorité? Les Français croient moins en la démocratie que leurs voisins européens, selon un sondage OpinionWay pour le Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po. 68% des sondés estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Il serait même quasi 1 sur 4 à souhaiter que l'armée dirige le pays, Frédéric. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être des questions qu'on se pose. L'état de droit est-il en train de mourir de son impuissance? Parlons vrai, les Français ont-ils besoin d'un bon coup de pied aux fesses à l'ancienne? Parlons vrai. Seuls 24 pays, comme disait ma grand-mère, 24 pays sont considérés comme des démocraties pleines dans le monde. Ça fait pas beaucoup. L'humain est-il fait pour la démocratie? Eh ben, vous dites... Je savais que ça vous plairait. Bon, la vraie question qu'on pose aux auditeurs, c'est celle-ci. Faut-il donc moins de démocratie pour plus d'efficacité, comme le suggère ce sondage OpinionWay? Pour l'instant, vous, les auditeurs de Sud Radio sur le compte X, vous dites non à 84%. Et donc, nous avons Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof. Merci d'être avec nous, Bruno Cotresse. Philippe Bilger. L'interrogation est sans flatterie formulée par Sud Radio est passionnante et elle appellerait un débat d'une heure au moins. Mais deux idées que j'ai la faiblesse de considérer comme relativement importantes. La première, c'est que, bien sûr, même quand on songe au concept d'une démocratie totalement vigoureuse et vertébrée, on ne peut s'empêcher, je rejoins la majorité de nos auditeurs, de considérer qu'elle n'arrivera jamais à mettre en œuvre une efficacité aussi absolue que celle qu'un régime délié de toute attache démocratique se permettrait de faire. Mais il ne faut pas le faire, il faut résister à la tentation. Deuxième élément, et c'est le fait que, pour quelle raison, vous l'avez dit Frédéric, les citoyens vont vers cette pente morose et d'une certaine manière, pour certains très militaire, c'est que simplement, moi je le crois, l'élite de notre pays, il faut le dire clairement, notre régime actuel, notre président de la République, et peut-être n'est-il pas le seul, nous ont fait perdre le goût et l'exemple de ce qu'est une véritable démocratie. Françoise de Gaulle. Je crois qu'il ne faut pas voir, mais peut-être que Bruno verra autre chose, dans ce sondage, il ne faut pas voir un désir secret des Français à l'autoritarisme et après à toutes les théories un peu vaseuses et fumeuses sur le retour du roi, etc. Je pense qu'il ne faut voir qu'une immense déception, en réalité. Nous sommes un vieux peuple démocratique et nous avons besoin qu'elle respire. Moi, je pense qu'il faut la démocratie en mieux. Nous avons besoin que la démocratie respire. Nous avons besoin de changer, pour moi, de république, pas forcément sur l'exemple de l'extrême gauche ou de l'extrême, mais nous devons changer, nous devons faire respirer, nous devons absolument faire en sorte que les citoyens participent beaucoup plus. Quand vous voyez le désamour pour l'Europe, et Bruno sera probablement d'accord là-dessus, surtout
toutes les études qu'on regarde, ce qui crée le problème et le schisme, c'est la façon dont ça fonctionne de manière perçue comme antidémocratique. Donc, je ne crois pas du tout que les Français aient la passion pour les régimes dictatoriaux. Je pense que les Français expriment une grande déception romantique et concrète. Elisabeth Lévy, 23% des Français sont pour un régime militaire, si on peut rajouter. C'est parce qu'ils croient que ce sera Cécile de Ménibus, colonel de gendarmerie, leur dictateur. C'est pour ça. Non, trois choses. La première, c'est la crise de la démocratie représentative, qui fait que, et ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, par exemple, prenons que ce soit l'Europe, que ce soit l'immigration ou d'autres sujets, ce qui est mené, comme le dit Marcel Gauchet, ce sont des politiques antidémocratiques. Alors, les gens votent, hein, donc, si vous voulez, il y a aussi cela. Deuxièmement, il y a aussi, ce n'est pas que les élites et le peuple qui est, les élites et les gouvernants qui sont critiquables. Je pense que nous sommes beaucoup, les gens se demandent toute la journée, surtout en France, drogués à l'argent public, ce que leur pays va faire pour eux, mais quand il s'agit de se demander ce qu'ils vont faire pour leur pays, excusez-moi, il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Et troisièmement, et je pense que c'est probablement au quotidien un des facteurs les plus importants, c'est l'impuissance. Mais l'impuissance, elle n'est pas liée à la démocratie, elle n'est pas liée au caractère démocratique du régime. L'impuissance, elle est liée à la lâcheté des dirigeants, au fait qu'ils ont délégué, au fait qu'ils n'osent pas aller contre les médias, etc., etc. Donc, la question peut-être sur laquelle j'ai vraiment, c'est la crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir des gouvernants qui, dans le fond, aient l'adhésion d'une population qui les a élus, ce qui est quand même un petit problème. Bon, Bruno Cotterêts, c'est à vous. Vous avez entendu tout cela. Est-ce que les chiffres vont dans le sens de la réaction autour de la table ? Globalement, oui. Je partage l'idée de Françoise Devoix qui est, effectivement, ça ne veut pas dire que les Français, ils voudraient voir quelqu'un en uniforme qui dirigerait l'État. Ils l'ont déjà eu au début de la Ve République. Et d'ailleurs, c'était un tout autre contexte. Par contre, c'est vrai qu'en creux, c'est bien cette histoire que raconte Nodenay. C'est l'histoire d'une immense déception sur la promesse démocratique. Philippe Bilger a raison. Au fond, l'horizon démocratique, c'est presque un horizon infini. Ça, on n'en aura jamais fini de la démocratie. On pourra jamais dire un jour, ça y est, c'est fini. C'est complètement démocratique parce que justement, le cœur de la démocratie, c'est de repousser les limites de la démocratie sans cesse. Mais c'est vrai qu'en France, il y a une déception très claire sur le fonctionnement de la démocratie. Le sentiment d'abord que les institutions ne renvoient pas bien la balle, que les gens font confiance au moment du vote, et puis derrière ils sont déçus, que le système fait trop la part belle à ceux qui sont nés du bon côté. Voilà, c'est très présent dans nos données. Il y a une claire aspiration à l'efficacité. Ça ne veut pas dire pour autant que l'efficacité, c'est aller vite, courir dans tous les sens, etc. Non, l'efficacité, c'est beaucoup plus l'idée de dire, ben voilà, moi je veux voir un jour que concrètement, on m'avait promis que ma situation allait changer, elle a bien changé. On m'a dit que j'allais pouvoir avoir des promotions, une vie avec réalisant tous mes projets. Et donc le système est perçu comme un système qui tient pas à ses promesses. Et je dirais que si je devais résumer par une image, l'image qui me vient, c'est comme si beaucoup avaient le sentiment qu'ils sont des joueurs assez fair-play, mais qui joue sur un terrain qui, lui, n'est pas fair-play. Philippe Bilger. Bruno, j'ai écouté Elisabeth tout à l'heure, sur son deuxième point, elle indiquait que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui permet d'agir. Est-ce que, moi je suis un peu en désaccord avec ce point de vue, est-ce qu'au fond on ne pourrait pas définir la démocratie aujourd'hui, même dans sa définition la plus âpre, comme précisément le régime où pour réussir, tout n'est pas permis. Et c'est de là que vient la déception. Et je mets un point d'interrogation. Oui, bien sûr, il faut toujours rappeler qu'effectivement, le cœur de la démocratie représentative, c'est qu'il y a des institutions, donc il y a des règles du jeu. Tout n'est pas permis. Effectivement, il y a des règles du jeu. Et c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, un paradoxe. On est aujourd'hui, pas seulement en France, dans des démocraties qui offrent de multiples occasions de s'exprimer. La liberté de ton que vous rencontrez dans l'espace médiatique aujourd'hui est sans commune mesure avec celle des décennies précédentes, bien évidemment. Il est à la portée de n'importe qui aujourd'hui de trouver beaucoup d'informations, une information pluraliste, de pouvoir s'exprimer. Il y a eu une véritable progression de la liberté d'expression dans nos démocraties au cours des dernières décennies. Mais c'est vrai qu'il y a une demande
qui est que cette parole, cette prise de parole, elle soit davantage écoutée par le pouvoir politique qui lui donne le sentiment d'être un peu enfermé dans ses certitudes et enfermé, presque bunkérisé dans un univers qui apparaît de plus en plus, aux yeux de ceux que nous enquêtons, comme une sorte de bulle qui s'est détachée un jour et puis qui est à part. Bon, alors, Françoise Degois veut intervenir. Rappelons que dans cette étude, il est question de méfiance, de lassitude et de morosité. C'est l'état d'esprit général des Français qui suscite cette réaction, Françoise. Oui, mais parce que je pense que d'abord, il y a une grande trahison. Alors, je ne sais pas si vous remontez jusqu'à ça. Je pense qu'il y a une fracture monstrueuse avec 2005, le référendum, qui est chassé par les Français très largement et qui rentre par la fenêtre, évidemment, sur le tapis vert, j'ai envie de dire. Je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point cet événement-là a été facteur d'une fracture et d'une méfiance et d'un désamour de la démocratie. On en parle encore. On est 19 ans plus tard. Ce référendum, ça a été le moment politique en France et cette réalité-là. Je crois aussi que peut-être, mais ça je fais de la politique, tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, tout ce qui s'est passé également avec le fait que les électeurs ont été tordus moralement dans leur manière de voter. 2017 et 2022, les démocrates, comme moi, ils supportent pas ce gouvernement, ils supportent pas cette politique, mais ils supportent encore moins Marine Le Pen. Et donc, quand vous êtes tordu contre vos convictions, quand vous avez un choix cornélien à faire et qu'entre deux mots vous choisissez le moindre, est-ce qu'on retrouve pas les conditions exceptionnelles de l'élection et de la réélection d'Emmanuel Macron dans cette méfiance, Bruno? Il supporte moins Marine Le Pen, c'est quand même bien dit. C'est pas ce que nous disent les sondages. Non, c'est pas ce que je dis. En tout cas, 2017 et 2022, c'est ce qui s'est passé. Bruno Cotresse vous répond. Bruno Cotresse. Alors, il faut rappeler quand même que cette défiance, elle est assez structurelle sur une longue période. D'accord. Quand on étudie en longue durée, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays, mettons, entre le milieu, la fin des années 80 et le début des années 90. Voilà, un ensemble d'événements. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Les Françaises, les Français découvrent d'abord les réalités de l'intégration économique globale de la France. Ce qu'on commence à appeler la mondialisation, un mot que personne n'utilisait dans les années 80, 70, 80, la mondialisation. À part Alain Minc qui disait qu'elle serait heureuse, en fait, mais c'est un peu plus tard. Ils vont voter en faveur du traité de Maastricht, n'oublions jamais, par une très courte majorité, 51% en faveur du traité. Donc déjà, on voit qu'il y a des doutes. Et puis là, le sentiment qui se met à se développer, qui est d'une politique qui ne parle pas au pays, qui est partie dans une autre dimension, au fond. Et c'est vrai que donc ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Non, j'ai pas dit ça, mais il y a des facteurs accélérants. 2005, c'est accélérant. C'est tout aussi vrai qu'alors que c'était le cœur de métier d'Emmanuel Macron au début, il n'y est pas arrivé. La restauration de la confiance dans la politique. Et sur l'autre aspect de notre enquête, qui est la tonalité qu'on a donnée à notre papier dans le journal Le Monde, qui est aussi la promesse, au fond, d'émancipation, qui n'est pas perçue comme ayant été fondamentalement tenue par Emmanuel Macron. Oui, et l'avenir est visiblement pas prometteur. Merci beaucoup, en tout cas, Bruno Cotresse, d'avoir été avec nous. Chercheur au CNRS et au CEVIPOF, merci beaucoup. En tout cas, merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Élisée. Donc, il n'y aura pas de dictature militaire. Non, pas bien ça. C'est bien ça. Moi, je verrais bien, vous la voyez pas au balcon de l'Élysée, Cécile de Bénibus. Evita Ménibus. Ouais, Cécile de Mordicus, avec toutes ses breloques, vous savez, le collier, là, comme ça. Mais nos grands-parents nous ont dit il nous faudra une bonne guerre. Moi, je me souviens, on était petits déjà il y a des années. Mais il ne faut pas confondre l'autorité et la dictature, quand même. Pardon. Heureusement. Merci, madame. Comment les amis, les amis, à votre avis, non, on reste. Non, mais j'ai une question à vous poser. À votre avis, combien de personnes en France jouent à des jeux vidéo? Donnez-moi un chiffre, Philippe Bilger. Oh là là, des millions. Mais dites. 30 millions. Moi, je dirais entre 22 et 25 millions de gens qui jouent. Elisabeth 7 millions. D'accord. 39 millions. C'est Philippe qui gagne, alors. Et l'âge moyen, c'est combien? Moi, je pense que c'est 35 ans. 82. 35-40. Ouais, c'est 40 ans. Ouais, c'est ça. 40 ans. Ah oui, moi, j'ai des copains attardés qui jouent encore. Mais moi, je ne jouais pas beaucoup. Attendez, il y a 30. Combien t'as dit? Combien vous avez dit, Cécile? 39 millions et moyenne d'âge 40 ans.
Non, mais alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je me sens vraiment largué complètement. J'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Eh ben, c'est le temps c'est le moment de le faire. C'est le moment On de en changer, Elisabeth. Dans un instant, dans les vraies voies de l'emploi, puisque c'est un secteur qui recherche et qui recrute, on va en parler avec une école de Béziers. À tout de suite.